Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous étiez une bonne élève et que selon vous, ça avait peut-être été un handicap pour devenir enseignante. Alors, est-ce que vous pourriez développer un petit peu ça? Quand c'est trop facile, disiez-vous, on n'a pas idée des difficultés des autres. Ouais. Je suppose que c'était ça le propos. Oui, exactement. Je me suis rendu compte de ça. Dans mon école, au conseil de classe, j'avais une collègue que j'appréciais énormément et qui était tout à fait remarquable lors de ses conseils de classe. Elle défendait intelligemment, en argumentant, des élèves en très grosses difficultés, dont tout le monde désespérait et dont tout le monde dénigrait l'absence de travail, etc. Et elle intervenait au bon moment et elle le repêchait toujours. Et un jour, je lui ai dit, mais c'est quand même extraordinaire. Heureusement que tu es là, parce que tu sauves beaucoup de personnes. Elle m'a dit, mais tu sais, moi j'ai été une élève qui a eu beaucoup de difficultés. J'ai mis beaucoup de temps à faire mon cycle secondaire, mon cycle universitaire. Je sais ce que c'est que de vouloir étudier, de rencontrer des difficultés, de ne pas comprendre. Et je me suis dit, mais c'est vrai au fond. Moi, j'ai toujours eu l'impression que ça allait de soi. J'avais du mal, j'avais l'impression qu'il y avait presque de la mauvaise volonté de la part des gens qui ne comprenaient pas. Ça a renversé ma perception. Et je me suis dit, mais au fond, c'est vrai, c'est un handicap d'être bonne élève, à la fois un peu par nature et par travail, parce que moi, je travaillais beaucoup, parce qu'il fallait que je justifie ma bourse d'orpheline. Mais ça m'a beaucoup appris, ça, cette rencontre avec elle. Et je crois qu'on oublie que beaucoup d'enseignants font ce métier parce qu'ils ont été bons élèves. Justement, je voulais vous demander, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir enseignante? Alors, comme nos parents étaient morts quand nous avions 7 ans, 4 ans et 2 ans, je voyais mon petit frère et ma petite sœur une fois par semaine, un week-end sur deux, un mois par an, et je leur racontais les livres que je lisais, les films que je voyais, je leur faisais l'école, et je trouvais ça merveilleux de pouvoir partager son enthousiasme et d'avoir leur réaction et de sentir leur plaisir. Et donc c'est venu tout naturellement. Mais en sortant de Réto, j'hésitais entre l'éducation physique, parce que j'adorais les cours de gym, nager, etc. La psychologie, parce que comme beaucoup de jeunes, on a l'impression que toutes les contradictions, la complexité qu'on a en soi, va être un peu éclaircie grâce à la psychologie. Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. La médecine, parce que j'avais très envie de faire la médecine, et la philologie romane. Donc c'était la difficulté de choisir. Et donc, j'ai éliminé la médecine parce que je connaissais déjà l'homme avec qui je vis depuis 51 ans. Et donc, il n'avait pas envie d'attendre 7 ans. Donc, petit bon, pas faire la médecine. Éducation physique, je me suis rendu compte qu'il y a des professeurs d'éducation physique qui finalement ne font pas beaucoup de sport parce qu'ils sont toujours en train de tenir les élèves. Donc, je me suis dit, je ferai du sport, mais je ne serai pas prof d'éducation physique. Et j'ai gardé psychologie et philologie romane. Donc, je voulais passer philologie romane en juin et psychologie en septembre. Mais comme j'ai commencé mon mémoire tout de suite, je n'ai pas fait la psychologie. Donc voilà, par élimination, mais élimination entre des choses qui m'attiraient. C'est pas un choix négatif, c'est vraiment parce que tout me plaisait, quoi. Mais vous avez fait la philologie romane avec l'optique quand même de devenir professeur de français. Non, au départ, je croyais travailler à la radio. J'admirais beaucoup une femme, j'ai oublié son nom, qui travaillait à la radio. Ça me paraissait magnifique de faire des émissions et de pouvoir partager des centres d'intérêt. Et puis je me suis rendu compte, quand j'ai fait des intérims, pendant que j'étais étudiante ici à Louvain, j'ai déjà fait des intérims pour remplacer des profs de mon école qui étaient malades, et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Donc à la fois par mon petit frère et ma petite sœur à qui j'avais plaisir à transmettre, et ensuite par accident, on pourrait dire. Je me suis dit, mais j'aime ça. Puis quand on s'est marié, mon mari était étudiant, donc il fallait que je fasse bouillir la marmite, comme on disait à l'époque. Maintenant, on ne fait plus tellement bouillir les marmites. Mais donc j'ai commencé à enseigner, ça m'a tellement plu que j'ai continué. Je crois que vous avez été assez marquée par une religieuse qui a été votre institutrice quand Oui. vous étiez toute jeune. Oui. Est-ce que son exemple, le type d'institutrice qu'elle était, vous a aussi... Elle était extraordinaire. Elle avait ce qu'on appelle aujourd'hui un plateau. Donc elle avait les maternelles, la première année et la deuxième année.
Elle évoluait, donc ça lui faisait une grande place. Elle évoluait entre les trois. Elle se servait des deuxièmes années pour stimuler l'école gardienne, comme on disait à l'époque, les maternelles d'aujourd'hui. C'était un plaisir, elle était drôle, elle était vive, elle avait 40 ans, elle avait un feu. Je vois encore, c'est que la façon dont elle apprenait à lire aux petits, puisque moi je savais lire quand je suis arrivée dans sa classe en deuxième, ses cours d'histoire sainte, c'était magique. Et au fond, c'est elle qui m'a donné confiance dans mes possibilités d'écrire, parce que le premier texte que j'ai écrit pour l'école, elle l'a lu à ma classe. J'étais très étonnée, parce que j'avais écrit ce texte sur les personnages par pur plaisir, et parce qu'il fallait rendre son devoir. Et puis, elle le lisait, et les filles de ma classe, il y avait des filles à ce moment-là dans ma classe, me disaient « mais j'aime bien ce que tu as écrit ». Au fond, il n'y avait pas de jalousie du fait que j'étais orpheline, il n'y avait pas d'agressivité vis-à-vis de moi. Au contraire, on me protégeait un peu. C'était ambigu tout ça. Et donc j'ai découvert que ce qui me faisait plaisir pouvait faire plaisir à d'autres. Et elle m'a toujours encouragée. Même quand j'étais avec 5 gosses, un métier, enfin une vie vraiment plus que chargée, elle disait « mais tu sais, quand tu sens que tu dois écrire, tu abandonnes tout et tu écris ». C'était vraiment cette conviction qu'il faut laisser place à l'essentiel. Et vous dites qu'elle vous a tenu la main jusqu'à la fin de sa vie, oui. C'est ça Ah oui, j'étais près d'elle peut-être 10 jours avant sa mort. Elle est morte, elle allait avoir 97 ans. Et son corps était détruit, mais son esprit était toujours aussi vif. Et sa joie de vivre, sa joie d'être, elle me disait « Oh, mais tu sais, j'aime tellement la vie », elle me disait. Elle m'a dit ça jusqu'au bout, alors qu'elle était aveugle, elle était grabataire. J'aime tellement la vie. C'était déjà une extraordinaire enthousiaste, ce dont on vous a qualifié par après. Oui. D'ailleurs, je commence un livre sur elle. Ça fait longtemps que ça me travaille. Et puis ici, un éditeur m'a fait une proposition et j'ai dit d'accord, je veux bien, mais je parlerai surtout de quelqu'un qui a compté pour moi. D'accord. Je crois que je vais commencer chaque chapitre par une de ses phrases. Elle avait des phrases tellement... des sortes d'aphorismes comme ça, très personnels, teintées de culture flamande. Elle était de Courtrai, c'est une femme étonnante. Ouais, elle a joué un rôle essentiel pour moi. Et est-ce que vous aviez déjà, en commençant votre métier de prof, une idée précise du prof que vous souhaitiez être? Ou est-ce que vous avez l'impression de vous être construite petit à petit en côtoyant les élèves, en vivant avec eux? Alors au départ, il y avait des profs qui m'avaient marqué énormément, indépendamment de cette religieuse. J'ai eu un professeur de latin-grec, Monsieur Amand, qui était un homme que nous adorions et qui était un homme qui n'avait aucune complaisance. Il n'essayait pas du tout de plaire. C'était un homme super compétent. Il nous a révélé Tacite, mais en même temps passionné de littérature contemporaine. Il nous récitait Apollinaire dans la classe. Et quand il était notre prof, il a fait un doctorat en histoire de l'art, archéologie. On était fiers de notre prof qui avait déjà un doctorat en philologie classique. Puis maintenant, on lui avait offert, pour le féliciter, une mallette en pur porc. On s'était saigné à blanc, qu'on avait remplie de chocolat, de massepain, parce qu'il essayait de ne plus fumer. Mais il a grossi, évidemment, avec nos massepains, nos chocolats. Mais on l'aimait, cet homme. Alors donc, lui, il m'a donné vraiment le goût de l'absence de cloison entre littérature antique et littérature contemporaine. Et aussi, il arrivait en classe avec 2-3 livres qui étaient à moitié échevelés, comme ça, c'est pour ça qu'on lui avait offert un cartable, mais il l'a pris un mois, après il l'a oublié. Il avait toujours ses livres à la main qui étaient lus et relus. Et il y a lui, puis j'avais une prof de français que j'avais énormément aimée. Elle venait de l'ULB, elle n'était pas du tout comme nos autres profs, elle était très originale. Et c'est elle qui apprenait par cœur des poèmes et qui nous en faisait apprendre. Et quand j'ai été opérée de l'appendicite, en étant dans sa classe, elle est venue me voir à la clinique, m'a apporté un livre de poèmes que j'ai appris par cœur. Elle a joué un rôle et je l'ai retrouvée peut-être 20 ans plus tard dans le hall du cinquantenaire, guidant des personnes âgées. Je suis précipitée à son cou. Je lui ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte de l'influence que vous avez exercée sur moi? Elle se souvenait de moi, mais elle n'avait pas le sentiment qu'elle avait fait quelque chose d'étonnant. Et oui, elle vit toujours, je l'aime beaucoup. Donc oui, il y a des personnes. Donc il y a eu ça. Mais alors après, au contact des élèves, forcément, on évolue. Il y a d'une part les formations qu'on acquiert
qui font qu'on va être plus sensible aux dons d'écriture, aux dons de théâtre, de tel élève. On évolue terriblement. Puis tous les médias, pas seulement les élèves, les enfants, parce que j'avais des enfants qui grandissaient, et outre nos 5 enfants, nous en avons accueilli 4 autres de l'étranger, et qui ont aussi modifié mon point de vue sur ma perception de l'enseignement, et l'enseignement qu'eux avaient eu en Indonésie, ou aux États-Unis, ou au Portugal, ou au Canada. Donc ça enrichit la vision. On fait éclater ce que notre perception a d'étroit. On est très nombriliste, l'air de rien. Donc ça permet d'élargir son champ de vision. Vous insistiez tout à l'heure là-dessus sur l'importance de garder les yeux ouverts, de rester en veille et en éveil. Est-ce que c'est d'autant... on pourrait dire que c'est très important pour des parents, par exemple, qui doivent essayer d'éduquer leurs enfants à cela, en tout cas de leur donner l'envie de cela. Et ça l'est tout autant pour des enseignants. Est-ce que c'est un devoir presque pour les enseignants? Mais la difficulté, c'est que souvent les enseignants sont aussi parents. Et donc il y a la double fatigue, surtout pour les femmes, il y a quand même la double journée. Et donc il y a peut-être... cette flamme existe, mais elle risque de brasiller un peu, parce que c'est trop, quoi, à certains moments. Quand on rentre chez soi, il y a toutes les corrections, toutes les préparations... Donc c'est à entretenir, c'est pas le manque de bonne volonté, mais c'est plutôt les moyens de... J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle, un monologue de théâtre qui s'appelle 10 minutes pour écrire. C'était une proposition du Théâtre de l'Aile qui avait lancé un appel. Et donc j'ai écrit un monologue et il a été retenu. Alors on avait les moyens de le mettre en scène, d'avoir un bon acteur, etc. Et donc le thème de cette pièce de théâtre, c'est vraiment ça. Une femme qui enseigne, rentre chez elle, veut absolument écrire quelque chose, mais tout de suite ses gosses lui sautent dessus. Maman, j'ai faim. Le mari au téléphone dit, on est invité à manger ce soir. Enfin, tout ce qui tombe sur elle, pour le bonheur comme pour le malheur. Et la nuit, quand tout le monde dort, elle se relève pour enfin trouver ces 10 minutes pour écrire. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu constamment, ça. De me battre, et encore maintenant, alors que je suis en retrait, je me bats pour trouver des espaces d'écriture. Je chéris les résidences d'écrivains pour pouvoir de temps en temps avoir un lieu où je peux écrire la nuit ou le jour, ne pas préparer de repas, ne pas faire de courses. Vraiment, j'avais eu une bourse à l'Academia Belgica à Rome, là, précieux. Alors, dans votre livre donc, que j'ai pris ici avec moi, j'avais des post-it, mais je sais pas où il a. Des post-it volants. Des post-it volants, et le livre volant aussi, mais je ne sais plus où il est. Enfin bon, peu importe. Vous parlez de l'éducation des enfants, et vous disiez notamment que vous espériez pouvoir leur apprendre à vivre juste, vivre en plénitude, plutôt que de viser la réussite artificielle, le bonheur fuyant, ambigu. Est-ce que ça ne pourrait pas être aussi un objectif pour les enseignants? Quel programme? D'abord, qu'est-ce que c'est que réussir, C'est déjà toute une question. Parce qu'on peut réussir à court terme et rater à long terme, ou l'inverse. Parfois, j'ai des élèves qui ont parfois triplé leur 6e, et dont je me disais, ouf, il est arrivé à avoir son diplôme, et puis 4-5 ans plus tard, je reçois un coup de téléphone disant, mais vous vous souvenez, un cours, vous avez parlé de Marguerite Yourcenar, vous pourriez me donner la référence? Je me disais, incroyable, il a retenu ça, c'est magnifique. Et donc, il y a le court terme, j'aurais pu avoir l'impression d'avoir raté avec ces élèves, même si j'avais réussi à les amener, mais de ne pas avoir pu leur donner plus vite. Donc, il y a ça, il y a le court terme et il y a le long terme. Ensuite, il y a la réussite de la personne. C'est pas qu'une réussite intellectuelle ou une réussite financière ou une réussite affective. Garder l'idée de la personne, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait une croissance d'une seule partie de l'être. Bon, comme tout le monde, j'ai eu des élèves qui étaient extrêmement brillantes intellectuellement, mais qui sur le plan humain étaient notamment affectifs, c'était une désolation, quoi. Donc, la réussite, je trouve qu'on doit faire très très attention au sens que l'on met dans ce mot-là. Et la réussite comme être humain, c'est tellement plus vaste et plus progressif, et avec l'acceptation des creux et des pleins, il n'y a jamais rien qui est acquis.
on n'arrête pas de de rencontrer des difficultés, de les surmonter, d'en aider d'autres à dépasser les leurs, et puis soi-même de tomber dans la même difficulté. C'est tellement aléatoire. Je trouve qu'il y a une espèce de mythe de la réussite, et notamment de la réussite people, comme ça. De la réussite. Et en tant qu'écrivain, je me rends compte aussi de l'exigence que c'est. Parce que quand un livre, par exemple, a du succès, on peut rester sur sa lancée et spontanément un éditeur va vous demander d'un peu rééditer la même chose. Et donc pour garder son autonomie, garder son indépendance, c'est tout un travail sur soi. Hein. Vous parlez aussi, hein, vous écrivez en tout cas que enseigner, c'est autant apprendre, c'est autant prendre que donner. Ah oui. Mais c'est comme dans toute relation, relation amicale, amoureuse, c'est impossible que ce soit à sens unique. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments, il n'y en a pas un qui donne plus, mais après, il recevra davantage. C'est pas toujours au même niveau, mais oui, moi, mes élèves m'ont beaucoup apporté. Ah, oui. Votre expérience d'enfance m'a un petit peu fait penser à celle de Paolo Dos, qui a perdu sa maman très jeune aussi. Et on lui expliquait à l'époque que sa maman était tellement gentille que Dieu l'avait reprise. Et quelle horreur! Mais quelle horreur! C'est épouvantable! Oui. Et donc lui évidemment on se disait mais c'est qui ce Dieu ce méchant pour aller me prendre ma maman, moi qui en ai tellement besoin, tout ça parce qu'elle est gentille. Mais bon, à l'époque. Et donc il aurait pu devenir tout à fait incroyant, enfin perdre complètement la foi, et au contraire, et devenir aussi très déprimé, et on pourrait dire, bon. Et au contraire, ça lui a donné encore plus le goût de la vie, et le goût de savoir qui est ce Dieu, de rencontrer ce Dieu, d'aller à la rencontre de ce Dieu. Et bon, je pense qu'il se définit maintenant comme quelqu'un de très croyant, mais bon, ça a été une lutte un petit peu. Et donc ça me fait un peu penser à votre propre expérience. On aurait pu se dire aussi qu'après la mort de vos parents, vous ayez désespéré de la vie et de Dieu et perdu la foi, ou en tout cas que ça ne vous aurait pas conduit vers la foi. Non, mais d'abord, c'est vrai, on a tout perdu comme ça en l'espace de 2 mois et demi, mais en même temps, on a gagné beaucoup parce que ceux qui nous entouraient ont été tellement, nous ont aimés, vraiment, on a été... Je pense que nous avons été plus aimés que beaucoup d'enfants, parce qu'on a eu beaucoup de parents, hein, il y a eu ça. Ensuite, je n'ai jamais entendu quelqu'un dans ma famille qui disait Dieu est injuste, par exemple, ou Dieu est mauvais. Dieu n'avait rien à voir, c'était un accident de voiture, c'était une maladie. Dieu n'était pas concerné par ça. Et alors, j'avais 3 cousins prêtres qui avaient rédigé le souvenir mortuaire de maman et qui avaient écrit Colette, Jean-Paul, Chantal. Papa et maman vous attendent à la maison au terme de très longues vacances. Et donc, on a grandi dans cette perspective qu'on ne voyait pas nos parents, mais nos parents étaient là. Comme un enfant qui est à la mer et ses parents sont restés à la maison, c'est pas un souci, on sait qu'ils sont là. Donc, j'ai toujours grandi avec mes parents et avec la conviction que la mort, je vais les rejoindre. Quand je vois une maison, par exemple, derrière des arbres, ça me bouleverse toujours. C'est pour moi comme une mise en abîme de ça. C'est comme le retour à la maison. Oui, oui, finalement, la mort... si j'ai peur de souffrir, comme tout le monde, mais c'est comme un accouchement, quoi. Le bébé qui est dans le ventre de sa mère, il ne sait pas ce qu'il va trouver de l'autre côté, quand même. Hein. Et ça ne doit pas être rigolo d'être serré comme il est dans ce vagin étroit. Mais quand il arrive dans les bras de son papa, de sa maman, c'est autre chose. Donc, je suis confiante. Non, la mort de mes parents n'a pas du tout signifié ça. Il n'y a pas eu non plus le voile noir dont on a tant parlé à propos de cette actrice qui a écrit ce livre. Elle a publié ce livre, je crois, 3 mois après Célébration du quotidien. Et moi, je n'ai pas eu du tout de voile noir parce qu'on me parlait de mes parents. On me racontait des épisodes de leur vie, on montrait des photos. J'ai vu papa sur son lit de mort, j'ai vu maman sur son lit de mort, j'ai été aux funérailles des 2. On jouait sur la tombe de nos parents, nous autres. Quand on allait chez nos grands-parents, c'était notre terrain de jeu, la tombe de nos parents. Donc on avait une proximité, et je trouve qu'on interdit à beaucoup d'enfants aujourd'hui cette possibilité d'acquiescer une réalité de la vie. Hein. On va tous mourir, hein. Ça donne une légèreté.
Ça me fait un peu penser à ce que raconte Gabriel Ringlet à propos de sa tante religieuse qui avait toujours un crâne sur, Ah oui, sur c'est sa vrai. table de nuit ou Oui, sur c'est son juste. bureau, Oui, oui, oui. et pour laquelle la mort était aussi Oui, tout à oui, fait oui. naturelle et faisant Au partie de la Moyen vie finalement. Âge, à la Renaissance, ce sont nos sociétés d'aujourd'hui qui ont occulté la mort, comme si on ne pouvait pas en parler, comme c'était un sujet tabou. C'est profondément malsain. Et c'est la peur de vieillir qui est très très présente C'est une actuellement. chance de sans oublier vieillir ça. quand même. Moi, quand j'ai eu l'âge de mes parents, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai encore envie. Quand j'ai doublé le cap, je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc, chaque jour, c'est un cadeau, c'est un présent, au sens, tous les sens du mot. Est-ce que c'est une discipline de voir dans le quotidien, dans les petites choses, de voir la beauté, de voir une beauté extraordinaire dans ce qui est répétitif, vous trouvez toujours la pépite parmi les cailloux. Est-ce que c'est une discipline de l'esprit ou est-ce que c'est une disposition naturelle? Je pense qu'il y a quelque chose qui est de la nature et et aussi qui est de la culture. De la nature, je pense que spontanément, je suis plus orientée vers ce qui est clair que vers ce qui est noir, vers ce qui est bon à vivre que ce qui a mauvais goût. Mais ça s'entretient aussi, ça se cultive, oui. Là, c'est pas le tout de jeter des semences, ou bien qu'il y ait des semences à la terre, il faut quand même de l'eau et du soleil. Donc, oui, je crois qu'il y a une part naturelle. J'ai de la chance. Hein. On dit parfois on a une bonne nature. Quand on a plusieurs enfants, on se rend compte qu'il y en a qui sont plus spontanément orientés vers le plaisir d'être et d'autres qui se dénigrent beaucoup plus. Mais oui, ça s'entretient, mais c'est pas tellement soi qui l'entretient que la vie qui propose des choses étonnantes. Bon, hier j'étais aux funérailles de ma plus vieille amie, c'était quand même une expérience drôlement douloureuse. Hein. Surtout que j'ai été, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai dit que, au fond, au moment où j'accompagnais son mari pour la levée du corps. Et au moment où le fourgon mortuaire a démarré, son mari m'a poussée dans le fourgon en disant reste avec elle. Moi, je vais prendre la voiture et guider le convoi vers l'église. Et donc, je me suis trouvée à côté de son cercueil. Or, quand nous étions étudiantes à Louvain, nous avions dans une pièce nos 2 lits et nos 2 tables. On a partagé vraiment, on vivait en promiscuité. Et d'être tout à coup à côté de son corps, je me suis mise à pleurer. Le jeune croque-mort qui était devant moi ne savait plus où se mettre. Je disais pardonnez-moi, je ne pouvais pas me retirer, je sanglotais. Après, je me suis reprise, mais et alors, ça m'a travaillé cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Et je me disais, mais j'ai aussi à vivre pour elle maintenant, parce qu'on avait le même âge, elle avait encore beaucoup de choses à vivre. Enfin, c'est naïf de dire pour elle, mais de vivre avec elle. C'est sûrement ce qu'elle vous laisserait comme message, qu'elle vous demanderait si elle pouvait le dire. Vis pour moi, c'est sûrement ça qu'elle... Oui, oui, et hier en quittant ses enfants, je disais, vous savez, vous êtes mes enfants, et je le pense vraiment, il y a une transmission qui est de cet ordre-là aussi. Donc, tout le temps, bon, hier c'était une journée douloureuse, mais en même temps une journée éclairée, parce qu'il y a eu vraiment des très très beaux moments. Son mari a été vraiment exceptionnel, ses enfants. Enfin, à ce moment-là, le vrai des êtres, la mort, tout à coup, enlève les masques. Hein. Quand nous aurons joué nos derniers personnages, quand nous aurons jeté le masque et le couteau. Je crois que ça dénude, hein, et qu'il y a à ce moment-là des choses qui naissent, qui sont très belles. Je vois mon mari accompagne les funérailles maintenant qu'il est à la retraite, en retrait. Il accompagne les funérailles tous les jeudis matins et il me dit, tu sais, c'est un moment exceptionnel. Pour beaucoup de gens, c'est un des rares moments où ils touchent leur vie, où ils sont en accord avec eux-mêmes et où tout à coup ils redécouvrent des membres de leur famille. Ce sont des moments, c'est comme une naissance, hein, le moment d'une naissance, on est terriblement réceptif à tout. Hein. Ce sont des moments formateurs aussi, Oui, dont il ne faut pas se priver et qu'on tendrait peut-être à gommer, à essayer d'effacer à l'heure actuelle. Moi, j'aurais pas du tout aimé être endormie pour accoucher. Bon, c'est pas une partie de plaisir, mais j'avais pas envie qu'on me vole ça. Et je ne voudrais pas qu'on me vole ma mort non plus. J'aimerais mourir en conscience.
Alors, on va peut-être venir quand même un petit peu à la littérature, un petit peu quand même. Littérature. Bien qu'on ne l'ait pas tout à fait abandonné à travers tout le reste, mais vous disiez tout à l'heure que pour vous, vivre, lire, écrire ne nécessite même pas de trait d'union. C'est un terme unique. Oui. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer ça? Mais bon, comme tout le monde, je commence par vivre. Mais alors, dès que j'ai appris à lire et à écrire, j'ai éprouvé un plaisir fou. Même avant de savoir lire, j'avais une grand-mère qui était grande lectrice. Et quand j'allais donc chez elle, assez souvent, je la voyais plonger dans cet objet rectangulaire avec une couverture bariolée. Elle était plongée là-dedans, on pouvait faire n'importe quoi, elle ne voyait rien. Puis, si je m'approchais, je disais, mais qu'est-ce que tu fais, bonne maman? Ah, elle sortait, elle disait, mais je lis, mais elle ne disait pas ce que c'était que lire. Je me disais, ah, moi je veux lire. J'avais l'impression que c'était entrer dans un jardin magique comme ça. Donc je n'avais de cesse d'apprendre à lire. Mais je me disais, mais moi, quand je saurais lire, je raconterais ce que je lis. Et donc je racontais à mon frère, à ma sœur, puis à mes enfants. C'est une tradition dans notre famille, on se raconte les livres qu'on lit. Et mes enfants racontent à leurs enfants les livres qu'ils lisent, les films qu'ils voient. Donc il y a ce plaisir de lire pour soi et de lire en partageant. Et l'écriture, c'est pareil, parce que quand on écrit, on vit davantage, on fait durer ce qui est éphémère, on déplie ce qui est ramassé. Bon, par exemple, on a une dispute avec quelqu'un, on va essayer de mettre ça par écrit, et on va mieux comprendre les tenants et les aboutissants, on va peut-être voir des issues aux malentendus. L'écriture, j'aime bien ce que dit Henri Bouchot, il dit « Le vitrail travaille la lumière, l'écriture, l'obscurité intérieure ». Et donc, cette obscurité intérieure, pour moi, l'écriture m'aide indépendamment des fictions que j'invente. Il y a toujours une part de vécu ou de rêvé dans ce qu'on écrit. Hein. Donc, écrire me permet de vivre plus profondément, de vivre plus au clair. Et donc, le fait d'écrire me permet de lire autrement les livres des écrivains que j'aime ou que je découvre. Et ça me permet de vivre en plus grande conscience. Tous les textes que j'ai appris par cœur me tombent dessus juste au moment où je vis quelque chose. Donc il y a vraiment une circulation continue entre ces trois actions. Si vous deviez adresser un message maintenant à de jeunes enseignants qui ont choisi d'entamer cette carrière qui est à la fois extraordinaire et extraordinairement difficile, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Sur quoi est-ce que vous auriez envie de mettre l'accent? Il y a d'abord ce plaisir d'apprendre soi-même. On ne peut pas être contagieux du plaisir d'apprendre si soi-même on ne le vit pas. Donc il y a connaître et développer continuellement ce goût d'apprendre. Et puis cette confiance dans la communication possible, parce que ce n'est pas le tout d'avoir ce trésor, mais croire qu'on peut le partager, et que ce n'est pas un partage à sens unique, mais au contraire, tout le temps réciproque. Il y a ça, il y a ce souvenir de sa propre enfance et de sa propre adolescence, avec ses difficultés, ses dégoûts, ses attirances, et donc une infinie patience aussi. C'est un métier qui demande une patience et une capacité de renouvellement. Enfin, chaque jour, on commence à zéro. Il n'y a pas d'élève sur lequel on pose une étiquette. C'est un menteur, ou c'est un mou, ou c'est un idiot. Enfin, c'est épouvantable. Tout le monde, on a tous des moments où on est bête. Il y a tous des moments où on est flagada. Enfin, mais entretenir en soi cette flamme de la nouveauté. Oui, je dirais curiosité, confiance et renouvellement. Enfin, c'est comme en tout, hein, le matin quand on se lève, s'éveiller, se laver, s'habiller. Apparemment, c'est toujours pareil, mais c'est autre. Le ciel a une autre couleur, on va mettre un autre vêtement, on va donner le premier baiser à un tel ou à une telle. Enfin, c'est comme ça dans la vie. Mais souvent, on est vécu plutôt que vivant. C'est ça la difficulté. On est souvent absent à soi-même. Et je crois que le métier d'enseignant, c'est un métier qui demande une extrême présence à soi et à l'autre. Enfin, je m'exprime mal, hein, mais... Vous parlez aussi d'enracinement. Vous dites que pour pouvoir déployer ces branches, il faut être enraciné. Est-ce que particulièrement dans le métier d'enseignant, il faut être enraciné pour aider les autres à s'enraciner? Est-ce que ça nécessite un travail sur soi
particulier? Est-ce qu'il faut vraiment être au clair avec qui on est, avec où on a envie d'aller pour pouvoir guider les autres? Oui, c'est un vieux proverbe qui dit que les parents ne peuvent que deux choses pour leurs enfants, leur donner des racines et leur ouvrir les ailes. Et donc, oui, certainement, comme parent, comme enseignant, comme animateur, il faut tout le temps... J'aime bien, j'ai fait un week-end de bioénergie et où on nous faisait prendre conscience qu'en se tenant debout, avec les pieds un peu écartés, on reprenait vraiment, comme le mythe d'Anté, quoi, on reprend contact avec la terre, mais je crois qu'on a tout le temps besoin de retrouver ses racines et que alors après, d'ouvrir, quoi. Il y a tout le temps ce double mouvement du fond et de l'ouverture. À certains moments, on est davantage capté par l'un ou par l'autre, parce que, par exemple, en tant que prof de français ou écrivain, on est captivé par toutes les possibilités multiples de conférences, d'expositions, de films, de théâtre. Et si on ne prend pas le temps de les digérer, on devient comme une girouette, quoi, hein. On surfe, on est traversé par, mais on n'intériorise pas. Donc, là aussi, il y a le danger d'être trop la tête dans les vents qui passent. Donc on est tout le temps entre... C'est un équilibre qui n'est jamais acquis, hein. On passe de l'un à l'autre. J'ai ri la semaine dernière parce qu'une de mes filles, qui est metteur en scène à Séville et qui est une force de la nature, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, je lui dis, tiens, tu étais à Bruxelles, tu n'es pas allée voir l'exposition Morandi? Et alors elle se moque de moi, elle me dit, mais toujours, toutes ces expositions, ces pièces de théâtre, elle parodiait comme ça, elle dit, maman, un peu de calme, un peu de sobriété. Ça m'a amusée parce que Dieu sait si elle est ardente pour tout, et puis tout à coup elle me ramenait. Et c'est vrai que c'est un équilibre délicat entre l'ouverture et la densité, la concentration. Ça m'amène à une dernière question qui est un peu une boutade. Est-ce que vous diriez, comme Johnny Hallyday, ce qui me fatigue, ce n'est pas ce que j'ai déjà fait, c'est tout ce qui me reste à faire? Fatiguée, non, qui me met en appétit, je me dis... je crois que c'est Jules Renard qui disait, quand je pense à tous les livres que je n'ai pas encore lus, je me dis que j'ai encore bien du plaisir qui m'attend. Oui, j'ai ce sentiment de... Pour le moment, au fond, je me suis délestée de pas mal de choses. J'ai renoncé à des choses que j'aimais profondément, comme animer des ateliers d'écriture à l'Académie internationale d'été de Libramont. Je l'ai fait 12 ans. Mes cours, mes cycles de poésie à la Cato, etc. Je me suis dit, mais il faut à un certain moment dire, je passe la main à d'autres et je vais vers autre chose. Et c'est vrai qu'on ferme une porte, une autre s'ouvre, hein, c'est tout le temps. Mais je crois que il faut accepter de perdre pour gagner. Oui. Accepter de pas toujours faire la même chose, même si on y est bien, mais aller vers ce qu'on ne connaît pas et qui va révéler d'autres possibilités. Je crois que c'est jusqu'au bout de la vie, enfin, j'ose espérer. Hein. C'était Spinoza qui parlait de persévérer dans son être. Et je pense que, moi j'admire beaucoup des femmes comme Yourcenar, comme Lillard, enfin, toutes ces femmes qui ont vécu très vieilles et qui ont continué jusqu'au bout, ou Jacqueline de Romilly par exemple, j'ai beaucoup d'admiration. Aveugle, elle continue à dicter ses livres. J'ai eu l'occasion de parler 1 heure avec elle. On est arrivés ensemble, place Saint-Sulpice à Paris. On allait à la même réception et je l'ai vue sortir du taxi. Je me suis dit, c'est pas possible, Jacqueline de Romilly. Je me suis précipitée, j'ai dit, est-ce que je peux vous accompagner? On est allé donc dans l'ascenseur et puis on a parlé. Et quelle femme merveilleuse. Et donc, des gens, moi je dis, c'est toujours des silhouettes lumineuses quoi, qui avancent devant soi et qui donnent envie d'avancer. Et je crois que vous en êtes une très belle, qui donne aussi envie d'avancer. Non, mais vieillir ne me fait pas peur parce que je vois devant moi des femmes qui ont été très loin, quoi. J'ai une de mes voisines qui a fêté ses 100 ans la semaine dernière, qui était professeure de langues anciennes. Merveilleuse vieille dame. Ah, mon Dieu, quel plaisir.